Elle se souvenait d'un temps où les propriétaires inspiraient la crainte, le respect, quand les gens partaient sans poser de questions. Aujourd'hui, ils s'organisaient, appelaient les élus, demandaient les archives. Son nom, autrefois clé, était désormais une alarme. Julian continuait sa routine. Manteau gris, mallette usée. Parfois, il prenait le bus, souhaitait une bonne journée au chauffeur, mais il n'était pas distrait. Il observait chaque panneau d'affichage, chaque manchette, chaque fois qu'un voisin murmurait « ça arrive tout le temps », parce que tout le temps était le vrai problème. Une semaine avant l'audience, il a organisé une réunion chez lui. 5 personnes sont venues, puis 9, puis 14. Ils ont apporté des dossiers, des copies. Quelqu'un a fait du thé. Il s'est tenu devant son tableau blanc dans sa cuisine et a expliqué. Ce n'est pas une histoire de logement. C'est une histoire de tous les logements qui vont suivre. Les gens ont hoché la tête. Certains ont eu les larmes aux yeux. Une femme serrait son bail comme un gilet de sauvetage. Il ne leur a pas dit de se battre. Il leur a montré comment le faire. Le monde de Candace se mesurait autrefois en mètres carrés. Désormais, il se mesurait en noms, en dates, en locataires qui, cette fois, restaient assez longtemps pour dire « plus jamais ça ». Le tribunal ne ressemblait pas à la justice. Il ressemblait à l'attente. Air stagnant, sol rayé, une machine à café qui grognait plus qu'elle ne servait. Des rangées de chaises pliantes occupées par des gens qui avaient déjà perdu trop de temps. Julian s'était assis près du premier rang, mallette sur les genoux. Il n'était pas nerveux, pas vraiment, mais il y avait une pression dans sa poitrine qui ne s'allégeait pas, même en respirant profondément. Le greffier appela son dossier comme si ce n'était rien. Cross contre Whitmore Property Group. Comme si ce n'était pas des centaines de pages. Comme si ce n'était pas tout un système qu'on allait examiner. Il se leva, boutonna sa veste, avança sans regarder en arrière. Candace était déjà là, cheveux plus tirés que jamais, blazer trop coûteux, le visage figé comme pour une photo qu'elle ne voulait pas qu'on prenne. Son avocat lui murmura quelque chose. Elle hocha la tête sans vraiment écouter. Le juge était plus jeune que Julian ne l'avait imaginé. Quarantaine bien avancée, voix posée, peu souriant, presque sans cligner des yeux. Il demanda les déclarations liminaires. L'avocat de Julian alla droit au but. Représailles, fausses déclarations et pratiques de déplacement systémique camouflées sous l'administration immobilière. L'équipe de Candace parla d'un simple malentendu entre locataires et gestionnaires. Julian observe attentivement le visage du juge. Aucune réaction. Parfait. Puis vint la documentation. L'avis d'expulsion sans justification, les lettres de menaces, les rapports d'inspection, les permis de travaux déposés après les départs forcés, et surtout ce schéma d'augmentation de loyer en moins de 30 jours. Chaque élément s'alignait comme une histoire que Candace n'avait pas écrite, mais qu'elle ne pouvait plus effacer. Quand ils projetèrent le graphique, les dates, les hausses, elle bougea sur son siège, légèrement, mais assez. Julian garda les yeux droits devant, mains immobiles, voix neutre. Il parle peu ce premier jour, il n'en avait pas besoin. Les preuves parlaient pour lui. Après la pause, un témoin fut appelé. Une femme, une cinquantaine d'années. Voix calme mais ferme. Elle avait vécu 11 ans dans un immeuble de Candace. J'ai reçu un avis 2 mois après avoir demandé une réparation. Rien de grave. Une fuite au plafond. Aviez-vous du retard sur votre loyer? Non, jamais. A-t-on expliqué les raisons de votre expulsion? Ils ont dit qu'ils devaient rénover l'appartement, mais je l'ai vu remis en location 2 semaines plus tard. Même peinture, même cuisinière. Candace prit des notes, sans lever les yeux. Ils en appelèrent 2 autres. Un père célibataire expulsé après des menaces de pénalité. Une institutrice à la retraite qui conservait son bail dans un dossier marqué « au cas où ». C'était son dossier à elle maintenant. L'avocat de Julian lut des passages à haute voix. Candace voulut intervenir, se justifier. Mais son avocat,
posa doucement une main sur son bras. Elle se tut. Le juge prenait des notes. Beaucoup. À la fin de la journée, Candace paraissait plus petite. Pas physiquement, mais comme si la pièce ne tournait plus autour d'elle. À l'extérieur, un journaliste attendait. Un seul. Il demanda à Julian s'il souhaitait faire une déclaration. Julian répondit « Pas encore ». Ce soir-là, Candace s'assit dans son bureau, lumière éteinte. Téléphone face contre la table. Un verre de vin rouge à moitié vide à côté. Elle ouvrit son ordinateur portable, tapa son propre nom dans le moteur de recherche. Rien de grand, mais des frissons. Un blog sur le logement, un fil Reddit, un tweet avec le numéro d'affaires et ce commentaire. Elle a choisi la mauvaise personne. Elle referma l'écran, se versa un autre verre. Le deuxième jour d'audience, Julian prit enfin la parole. Il exposa la chronologie au juge. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie, et elle était rentable. Il cita la loi sur le logement équitable, montra les articles sur les représailles, décrivit ce qui se passe quand l'expulsion devient un outil, pas un recours. L'avocat de Candace s'opposa. Objection rejetée. Julian conclut par une seule phrase. « Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour qu'aucun autre locataire n'ait à apprendre son bail comme s'il tenait un bouclier. » La dernière heure fut muette. Plus de protestations, plus d'efforts. Candace fixait la table. Son avocat tournait les pages lentement. Julian referma son dossier. Cette partie était terminée. Il ne restait plus qu'à attendre. Le matin du verdict arriva comme un souffle suspendu. Les nuages étaient lourds, épais. Même la lumière hésitait à entrer dans la salle d'audience. Julian arriva tôt. Chemise sobre, dossier net, regard fixe. Il n'était pas inquiet, pas triomphant, juste prêt. Dans la salle, quelques journalistes, des locataires, des visages qu'il avait vus chez lui, un mardi soir, autour d'un thé tiède et de contrats froissés. Aujourd'hui, ils étaient là, silencieux, debout dans leurs droits. Candace arriva 15 minutes plus tard. Blazer ajusté, démarche assurée, mais le cou raide. Elle cherchait quelque chose dans cette pièce, un regard de soutien, un doute à exploiter. Elle ne trouva que des silences. Le juge entra. Même visage fermé, même calme autoritaire. Il feuilleta le dossier, puis leva les yeux. L'affaire Cross contre Whitmore Property Group démontre une série de décisions délibérées. Pas des erreurs, pas des négligences, des pratiques déguisées en procédure, des expéditions déguisées en rénovation. Candace ne cligna pas des yeux, pas encore. Ce tribunal reconnaît que M. Cross a subi des représailles injustifiées dans un contexte de pression systémique avec des intentions financières claires. Une pause. Le stylo du juge effleura le pupitre. Par conséquent, la Cour statue en faveur de M. Cross. Tous les frais judiciaires seront couverts par la partie défenderesse et une enquête indépendante sera ouverte concernant les pratiques de Whitmore Property Group. Toutes procédures d'expulsion en cours sont suspendues avec effet immédiat. Silence. Pas un cri, pas d'applaudissement, juste la vérité qui tombe, comme une pierre dans l'eau. Julian incline légèrement la tête. Ni victoire, ni revanche. Seulement la reconnaissance du chemin parcouru. Candace se leva, mécaniquement. Son avocat évoqua une possible procédure d'appel. Elle ne répondit pas, elle sortit. Ses talons frappaient le sol comme un rappel que l'époque où on partait sans faire de bruit était terminée. 2 semaines plus tard, Candace annonça sa démission de la direction de sa société. Communiqué bref, 3 lignes, sans excuse. Derrière elle, les dossiers s'empilaient, 2 plaintes civiles déposées, un audit lancé et un article à paraître, signé par le journaliste présent lors du verdict. Julian, lui, retourna à sa vie, pas pour oublier, pour ancrer. Il répondit à des courriels, accompagna des locataires. Et chaque mardi soir, il ouvrait la porte du centre communautaire, un tableau blanc, des dossiers, des gens. Certains venaient avec leur beau, d'autres avec leur colère,
beaucoup avec leur peur. Il leur offrait des mots, des stratégies, des lois. Pas la révolution, la préparation. Une adolescente leva la main un soir. « Monsieur Cross, est-ce vrai que vous lui avez fait tout perdre ?» Il sourit doucement. « Je ne lui ai rien fait perdre. Elle a juste rencontré quelqu'un qui refusait de se taire. » Un an plus tard, l'un des anciens immeubles de Candace abritait une permanence juridique gratuite. Le panneau d'entrée ne portait pas son nom. Mais à l'intérieur, sur un mur blanc, une phrase était écrite à la main. « Rester peut faire autant de bruit que partir. » Julian passa devant un soir. Il s'arrêta, regarda la lumière à travers les rideaux. Puis, il sourit et continua son chemin. Elle n'a pas frappé, elle n'a pas sonné, elle a simplement glissé le papier entre la porte et le cadre, comme un dépliant de pizzeria que personne n'a demandé. Avis d'expulsion, 30 à jour. Pas de salutation, pas d'explication, pas d'avertissement. Julian Cross a ouvert la porte 20 minutes plus tard, encore en survêtement gris usé, chaussettes dépareillées. Le papier frémissait doucement dans le vent, comme s'il avait peur, comme s'il savait qu'il n'était pas à sa place. Il n'a pas juré, il ne l'a pas froissé. Il l'a juste regardé, les yeux calmes, l'esprit vif, puis il l'a saisi avec 2 doigts, comme si le toucher trop fort risquait de le rendre réel. Julian n'était pas en retard sur son loyer. Il ne faisait pas de bruit, pas d'animaux, pas de fumée, pas de fête sauvage au 2e étage. Il payait à l'avance, nettoyait derrière les autres, tenait l'ascenseur pour les voisins qui détournaient le regard. Et maintenant, quelqu'un voulait qu'il parte. La lumière du matin entrait par la fenêtre derrière lui, illuminant des livres à moitié lus, une tasse tachée de thé d'hier soir et une rangée de dossiers ouverts sur la table basse. Dossiers civils, droits des locataires, expulsions abusives. Certains documents étaient encore tièdes, tout juste sortis de l'imprimante. Il a souri. Mais ce n'était pas de la joie. C'était ce genre de sourire lent et amer qu'on réserve à l'ironie trop familière. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Pas encore. Candace Whitmore se trouvait 3 étages au-dessus, à sa fenêtre de bureau, regardant la rue comme si elle lui appartenait. Une 50aine d'années, cheveux tirés à l'extrême, lunettes sans correction. Chaque détail chez elle était repassé, ajusté, calculé, comme si elle croyait que la perfection éloignait les questions. Elle n'avait pas construit les immeubles. Elle les avait hérités. Mais elle se disait que cela faisait d'elle quelqu'un de méritant, quelqu'un qui les méritait. Candace ne voyait pas des locataires. Elle voyait des échéanciers, des rendements, des signatures en attente. Le genre de femme qui dit « Ici, on est comme une famille », avant de hausser le loyer de $300. Elle souriait en réunion, signait à l'encre noire, et elle détestait qu'on lui dise non. Julian Cross lui avait dit non. Une fois, quand elle avait envoyé une lettre floue sur une relocalisation volontaire, il avait répondu par un PDF bien scanné, citant 3 infractions au code du logement, écrites de sa propre main. Elle ne l'avait pas oublié. Elle n'oubliait jamais. Julian a posé la vie sur la table, l'a lissé du plat de la main, puis s'est assis. Il n'a appelé personne, il n'a pas hurlé dans son bureau. Il a juste commencé à écrire. Ses doigts volaient au-dessus du clavier, dans un rythme appris au fil des procès. Articles, lois, jurisprudence, la même loi que Candace avait contournée pendant des années, était maintenant en train de se retourner contre elle. Dans un coin de la pièce, une photo de sa mère attrapait un rayon de soleil. Elle l'avait élevée à jouer aux échecs dans un monde qui ne proposait que des dames. Elle lui avait appris quand parler, quand attendre et quand tout documenter. C'était le dernier avis d'expulsion que Candace glisserait sous une porte sans réfléchir. Le lendemain, il a déposé une réponse formelle à la mairie, une autre à l'office du logement, puis il a appelé un contact à l'aide juridique. Le jeudi, il avait déjà en main 2 plaintes passées contre Whitmore Property Group,
toutes deux classées sans suite. 2 anciens locataires, partis sans bruit peu après. Il est passé devant l'un de ces immeubles le vendredi, rénové, repeint, désormais rebaptisé, studio moderne urbain au double du prix. La stratégie de Candace était bien rodée. Faire pression. Perdre un peu en justice, mais gagner beaucoup à la revente. Mais Julian n'était pas là pour revendre. Il était là pour rester. Candace a reçu la première lettre lundi. Une demande formelle de médiation. Elle a levé les yeux au ciel, jeté de côté. Mardi, une autre lettre. Une notification d'enquête sur ses pratiques de gestion locative. Elle a appelé son avocat. Il lui a dit de faire attention. Elle a ri. Il veut juste m'intimider. Ce qu'elle ignorait, c'est que Julian avait déjà enregistré son nom dans une base de données syndicale, contacté un journaliste du logement qu'il avait croisé en conférence et préparé une lettre ouverte, avec preuve à l'appui. Candace avait passé des années à maîtriser le silence. Julian avait passé des années à le briser. Elle l'a appelé ce soir-là, numéro privé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Monsieur Cross, j'ai bien reçu vos documents. »« Bonsoir, Madame Whitmore, je m'en doutais. Je pense que nous avons mal commencé. » Il ne dit rien. « Je peux vous offrir une indemnité de relogement, 2 mois de loyer. On dira que c'est un accord mutuel. » Pourquoi quitterais-je un logement à loyer encadré auquel j'ai droit légalement? Parce que certains combats ne valent pas la peine. Julian s'est penché en arrière. Pour moi, celui-ci le vaut. Elle a raccroché. Pas fâchée, juste décidée. Le lendemain matin, un 2e avis était collé sur la porte. Cette fois, les lettres étaient en gras. Avertissement final, non-conformité. Il n'a pas bronché. Il a ouvert son ordinateur portable, tapé un nouveau nom de fichier, Cross C. Whitmore, chronologie des représailles, et l'a enregistré avec un sourire. L'entête avait changé. C'est comme ça que Julian sut qu'elle avait peur. Fini les avis imprimés en Times New Roman, sur une vieille imprimante de bureau. Cette lettre-là était arrivée dans une enveloppe gaufrée, fermée comme si elle contenait quelque chose de sacré. Whitmore et Kessler LLP, conseil juridique immobilier. Ce n'était même pas une assignation, c'était un message, une menace polie. 10 pages, en double interligne, pleine d'accusations déguisées et d'une promesse à peine voilée. Vous pouvez vous défendre. Mais nous avons l'habitude. Julian l'a lu 2 fois, puis une 3e à voix haute. Les mots ne l'ont pas ébranlé, ils l'ont aiguisé. Elle montait la pression, ce qui voulait dire qu'il touchait juste. Il a gardé le silence après ça. Pas de mail, pas d'appel, juste des actions. Dossier public, permis de construire. Forum de locataires où l'on murmurait encore des histoires de moisissures noires et de dépôts jamais remboursés. Il a visité 3 autres immeubles sous son nom. 2 étaient à moitié vides. Un avait des fenêtres barricadées et une fresque toute neuve sur le mur, peinte peut-être par des enfants ou des artistes en quête de justice. Il a frappé à des portes, posé des questions discrètes. Combien de jours vous ont-ils donné pour partir? Ont-ils mentionné des infractions? Quelqu'un a-t-il récupéré sa caution? Il a écouté, pris des notes, pas seulement pour son dossier, pour tous les autres. À la 2e semaine, Julian avait un classeur rempli de 4 témoignages sous serment, 6 violations du code d'habitation reliées à des propriétés de Candace et une capture d'écran d'un avis sur Yelp affirmant qu'un locataire avait été payé pour partir avant même que le permis de rénovation ne soit déposé. Il a rangé chaque feuille dans des pochettes plastiques, les a numérotées. Candace continuait d'envoyer des lettres. Son avocat insistait sur la non-conformité. Mais elle ne s'attendait pas à ce genre de silence. Pas venant d'un homme comme lui. Elle a appelé le gardien de l'immeuble, lui a demandé de jeter un œil au 2B. Le type est revenu nerveux. Il est calme. Il travaille en silence, comme s'il préparait quelque chose. Elle n'aimait pas ça. Julian ne cultivait pas la colère. Il construisait l'ordre.
Les nuits tardives devenaient des dossiers solides. Articles d'archives, statistiques sur les déplacements. Il a appelé une ancienne camarade de promotion, maintenant juriste en fraude immobilière. Elle lui a envoyé une note interne. Candace avait déjà déclenché 2 enquêtes mineures, classées sans suite. Pas cette fois. La lettre de la ville est arrivée un jeudi. Avis de révision en cours. Enquête sur les pratiques de relogement et de gestion immobilière. Il n'avait pas besoin de voir le visage de Candace pour savoir qu'elle était en panique. Elle a cessé de signer de son nom. Utilisait simplement « gestion » dans tous ses messages. Les avis devenaient plus froids, plus vagues, comme si elle essayait de disparaître derrière son propre bureau. Mais Julian ne poursuivait pas des noms. Il poursuivait des schémas. Il a tracé les immeubles sur une carte, daté chaque expulsion, comparé avec les nouvelles annonces de location. Dans presque chaque cas, le loyer avait doublé dans les 30 jours. Il a imprimé le graphique, l'a épinglé sur son mur et a écrit au marqueur noir juste à côté « Le pouvoir se cache dans les faits ». De l'autre côté de la ville, Candace transpirait dans sa chemise de soie. Son avocat lui conseillait de reculer. Il lui a dit que Julian n'était pas un militant amateur, qu'il avait des réseaux, qu'il n'allait pas disparaître. Elle s'est servi un verre de vin, regardait les estimations de ses biens baisser lentement. Ignorait volontairement l'email du syndicat de locataires demandant une déclaration officielle.